Voilà, normalement, voilà, ici. Tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde d'être là et je voudrais aussi remercier Catherine et Nathalie d'avoir lancé cette idée du raconte-moi le troisième mardi de chaque mois. Et je vois que ça fonctionne bien, c'est toujours aussi agréable, qu'on a toujours un public qui est toujours aussi fidèle, intéressé et passionné. Donc, merci beaucoup et à vous la parole. Je crois que Nathalie va démarrer pour présenter. Alors, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Donc, effectivement, ce soir, nous allons vous raconter la vie passionnante d'Eva Perón. Alors, un petit peu comme à notre habitude, Catherine va commencer par l'analyse de son thème astrologique que je compléterai avec ma passion astrologique, c'est-à-dire l'axe des portes, Chiron, la lune noire. Et puis, ensuite, pour celles qui veulent rester avec nous, nous regarderons son étoile évolutive, évidemment, pour justement toujours nous enthousiasmer de voir à quel point l'étoile analysée en parallèle avec le thème astrologique d'une personne est particulièrement parlante. Alors, bien sûr, nous avons reconnu nos fidèles de l'étoile évolutive, mais pour celles ou ceux, qui ne connaissent pas, c'est avec plaisir aussi que vous pouvez rester avec nous, parce que les images de tarot, finalement, sont extrêmement parlantes, je dirais presque parlent d'elles-mêmes, et ça pourrait vous faire aussi une très belle découverte. Mais pour être bien honnête, l'astrologie, c'est d'abord, et on ne va pas vous remettre encore de l'astrologie derrière, il faut être bien honnête, on est venu quand même pour faire de l'astrologie qu'on va faire au départ. Alors, donc, nous allons vous parler d'Eva Perón. Alors, je vais vous montrer. Voilà où se passe mon histoire. Eva Perón est devenue la première, comme on dit maintenant, la première dame d'Argentine, c'est-à-dire l'épouse du général Juan Domingo Perón. Mon histoire se passe en Argentine, ici, à Buenos Aires. Et donc, je vais vous raconter l'histoire d'Eva Perón. Ça, c'est son certificat de baptême qui atteste qu'elle est bien... Enfin, elle a été baptisée en novembre 1919 et il est dit qu'elle est née le 7 mai 1919. Parce qu'elle a donné de faux jours, elle a essayé de se rajeunir, etc. Donc, les historiens ont bien cherché. Et elle est bien née le 7 mai 1919 et on a même trouvé qu'elle était née aux alentours de 5 heures du matin. Donc, avec une rectification, elle est née à 5h13, apparemment. Elle est apparemment née à 5h13. Alors, elle est la fille illégitime, et ça se faisait beaucoup dans ces pays pauvres, d'un propriétaire foncier qui a déjà une famille, et elle, une famille légitime avec des enfants, et elle est la fille de pourrait dire l'employée de maison, la bonne, etc. Et sa mère a 5 enfants avec ce propriétaire foncier. Donc, une enfant illégitime, on voit déjà que le foyer ici est peu stable avec Neptune au fond du ciel. D'autre part, sa lune, sa mère, la fierté de sa mère, si on veut sa fierté de personne, son identité, est fortement remise en question puisque c'est une enfant illégitime. La lune est conjointe à Saturne, donc ça fait une mère rigide, sévère. En Lion, quelle est mon identité? Et il faut savoir que ce Saturne est très intéressant parce qu'il est sur le degré critique 21. Et 21, c'est un degré. C'est une mère sévère. C'est bon, continue. Bon, degré critique des signes fixes. Donc, il va peser de tout son poids. Ce Saturne conjoint à la Lune, c'est un mauvais ménage. Lune-Saturne, ça bride les émotions. Et du coup, lorsque les émotions sont bridées, parfois elles débordent. Et puis aussi, ce Saturne va faire un carré à Mars. Donc, elle est la 5e, c'est la petite préférée de son père, paraît-il, et c'est la 5e de la fratrie. Sa mère a eu quand même 5 enfants illégitimes. La fratrie, la voici. Donc, le maître de cette fratrie, c'est la Lune conjointe à Saturne, avec des privations lorsqu'ils sont enfants. Et elle a un charisme sensationnel, comme vous pouvez le voir. La voici qui exerce son pouvoir sur ses frères et sœurs, Pluton, Jupiter. On va y revenir. Le père
leur père, qui a reconnu à peu près 3 enfants. Elle n'a pas été reconnue par son père. Le père meurt dans un accident de voiture lorsqu'elle a 7 ans. Pardon. Et on voit en effet que le carré Soleil-Saturne fait 6,5, donc presque 7. Et là, c'est l'absence de père qu'on voit avec ce carré Soleil-Saturne. La mère les élève comme elle peut, très pauvrement, mais extrêmement dignement, avec ces planètes en Lion, la Lune. En Lion, on est très propre sur soi, on va à l'école catholique, le paraître est important, qu'on ait l'air propre et très digne. Cette mère est couturière et elle leur enseigne des principes moraux très élevés. Il s'ajoute à cette injustice d'être une enfant illégitime, c'est que lorsque le père va être enterré, les enfants illégitimes, la famille adultérine n'a pas le droit d'assister aux funérailles. Les parents, la famille légitime ne veut pas, les rejette. Donc elle le vit comme une extrêmement cruelle injustice et elle va traîner ça toute sa vie. Je vous raconte ça parce que ça joue pour plus tard. Évidemment, la famille légitime du père, quand elle va être extrêmement connue, dira que ce n'est pas vrai et qu'ils ont toujours eu des relations parfaitement cordiales. En tout cas, elle a dit qu'elle n'avait pas pu aller aux funérailles de son père puisqu'elle était illégitime. À 15 ans, aux alentours de 15 ans, elle est probablement molestée, violée, enfin par des voyous du coin, et elle quitte son village. Elle était née plus au centre de l'Argentine pour descendre en fait à Buenos Aires. Et elle dit, très tôt dans ma vie, j'ai quitté la maison et ma ville. Et depuis lors, j'ai toujours vécu libre. Donc ce désir de liberté, c'est le milieu du ciel en Verseau. J'ai voulu être seule et j'ai été seule. C'est la conjonction encore. Lune-Saturne et ce désir de liberté, d'indépendance, puisque le maître du milieu du ciel se trouve justement en maison 10. Et Pallas, la femme intelligente et ambitieuse, est également en Verseau. Alors, elle a aussi, bien sûr, vous le voyez, cette opposition, Uranus, maître du milieu du ciel, à la Lune. Elle veut partir. Et d'ailleurs, ce Neptune, au fond du ciel, elle quitte son foyer à 15 ans. À ce moment-là, sa Lune progressée la Lune progressée rencontre le transit de Saturne. Saturne, c'est quand même le maître de cette part de fortune. C'est les grands horizons. Pour elle, elle va faire un grand voyage. Le milieu du ciel retrouve la Lune progressée. Elle est partie pour être connue, célèbre et adulée sur les planches à Buenos Aires. Donc, elle veut être comédienne. Ça va bien avec la Lune progressée, c'est le succès. Et Uranus, enfin, transite son ascendant. C'est vraiment un désir à ce moment-là de s'individualiser et d'être libre. Elle a une très belle voix, puisqu'elle est Taureau, j'en ai encore pas parlé, Soleil, Mars et ascendant Taureau. Ce qui est important, on va chercher chez Vénus. Elle a une très belle voix puisqu'elle veut être comédienne. C'est une comédienne un peu ratée, elle a des tournées assez minables, des petits rôles, des très petits rôles. Donc, du coup, elle devient speakerine à la radio et sa très belle voix grave, un petit peu voilée comme ont les latinas, elle réussit très bien à la radio. Et puis alors, elle a évidemment cette rage de réussir, avec une rage entêtée, j'ai lu ça, une rage entêtée de réussir, alors ça va très bien avec ce Mars en Taureau, conjoint au Soleil. Elle est extrêmement ambitieuse, comme je vous ai dit tout à l'heure, le maître du milieu du ciel est en maison 10. Alors, Vénus, ici en Gémeaux, elle a la rage de la communication, elle sait communiquer et elle va l'utiliser. D'ailleurs, son nœud sud, puisque le nœud nord est là, le nœud sud est en Gémeaux et en maison 2. Elle va pouvoir communiquer, elle participe à une radio assez libre, enfin, qui peut donner ses idées politiques. Donc, elle va pouvoir utiliser sa voix pour s'exprimer et communiquer. Et c'est vraiment un don chez elle, donc ça va avec la maison 2 et aussi le nœud sud en maison 2 en Taureau. D'autre part, Vénus est la seule planète en air de tout son thème. Et donc, ça donne, comme il est maître de l'ascendant, du Soleil, de Mars et de la Lune noire en Balance, ça donne évidemment ce désir de liberté et d'être sans attache. Cette Vénus est sextile à Saturne. Donc, ça va renforcer encore son charisme, son assurance, si on veut. Ça, et dans
et son identité aussi, puisque la Lune et Saturne sont en Lion. Alors, grande affaire de sa vie, évidemment, c'est là que le destin va basculer. Il y avait eu un tremblement de terre à San Juan et on avait demandé aux petites starlettes de Buenos Aires de récolter de l'argent dans la rue pour aider les rescapés, les sinistrés du tremblement de terre. Et ensuite, il y avait un gala, une espèce de gala de charité pour les récompenser. Alors, avec une amie, elles vont au gala, elles ne sont pas invitées, mais ça, ce n'est pas ça qui la dérange. Vous allez voir, c'est une ambitieuse. Elle dit à sa copine, m'a dit donc, je me trouverais bien un officier, un bel officier, voire un beau ministre. Hein. Ben, moi aussi, j'aimerais bien. Donc, elle ose, elle reconnaît Perón, qui à ce moment-là, alors j'ai oublié de vous dire, de 1930 à 1980 à peu près, l'Argentine a eu une succession de putschs militaires, de régimes un peu démocratiques avec des élections libres, puis des coups d'État militaires, et encore la démocratie, et encore des coups d'État militaires. Et en 1943, Perón a fait partie d'un coup d'État militaire, et il est devenu ministre du Travail. Donc, c'est une personnalité importante du gouvernement. Elle le reconnaît. Elle lui demande de s'asseoir à côté de lui. Mais bien sûr, mademoiselle, je vous en prie, il a 24 ans de plus qu'elle. Elle a 24 ans et lui 48. Et du coup, coup de foudre réciproque. Elle devient la maîtresse du ministre du Travail. Du coup, c'est la voiture avec chauffeur, les palaces, etc. du jour au lendemain. Ça se passe en 1944. Et à ce moment-là, le milieu du ciel progressé a rejoint Uranus natal. Sa vie a fait un bond en avant, a basculé complètement. D'autre part, Saturne transite Pluton. Saturne, c'est le maître de son milieu du ciel, qui transite Pluton, le maître de sa maison 7. Hein. Son destin rencontre le conjoint qu'il lui faut. Et Pluton arrive sur Neptune. Le conjoint arrive ici sur Neptune. Elle réalise un rêve ici. Alors, l'Argentine va entrer en guerre seulement en 1944, mais elle est assez peu touchée par la guerre. En 1945, elle épouse Perón pour de vrai. Il avait été chahuté, exilé, emprisonné pendant 10 jours. En prison, il a réfléchi, il s'est dit qu'il fallait qu'il l'épouse, et il l'épouse. En 1946, il devient président, il est élu président d'Argentine. Il doit grandement son élection à sa femme, qui est extrêmement charismatique, qui harangue les foules, elle est connue pour ça, alors par les idées que je vais vous développer, et elle est devenue une icône, elle est extrêmement emblématique, elle s'abrite derrière les idées de Perón, mais en fait, il ne s'en rend pas compte tout de suite, mais c'est grâce à elle qu'il est élu. En fait, il faut une équipe sensationnelle, tous les deux. Alors, elle a Uranus carré à l'axe des nœuds, c'est-à-dire que c'est une opportuniste, vous voyez l'état 1, les nœuds sont à 4 ici, c'est une opportuniste qui va prôner des idées assez révolutionnaires, comme ils sont tous les deux de très basse extraction et tous les deux des enfants illégitimes. La bourgeoisie ne les aime pas, les conservateurs non plus, et elle va vraiment œuvrer pour les hôpitaux. Elle va fonder, il va y avoir une fondation Eva Perón, et elle va faire construire des hôpitaux, des orphelinats, des hospices. Et grâce à elle, elle va vraiment lutter pour que une égalité pour les travailleurs entre. Alors, elle n'est pas pour les travailleurs contre les patrons, elle veut juste l'égalité. Elle n'est pas non plus féministe, parce que c'est une latina, et en Amérique du Sud, on n'est pas féministe. On veut juste que les femmes aient leur juste place. Mais l'homme, c'est quand même le chef de la famille. Et donc, grâce à elle, en 1947, l'Argentine va donner le droit de vote aux femmes. Et c'est à elle qu'on le doit. Nous, on a eu le droit de vote qu'en 1944. Donc, l'Argentine n'est pas tellement en retard. Alors, ensuite, donc, la voici. Donc, extrêmement populaire et, comme vous voyez, extrêmement jolie, très populaire. On a fait des timbres à son effigie, etc. Alors, ici, pour asseoir encore le pouvoir de Perón, ils vont faire un voyage extrêmement important en Europe. Ça s'appelle le Rainbow Tour, le tour arc-en-ciel. Ils vont aller chez Franco, ils vont aller en France, au Vatican, etc., en Italie, enfin oui, évidemment, en Italie, absolument partout. Et là, elle va commander, elle va voir ce que c'est que l'Europe, le chic européen. N'oublions pas qu'elle est taureau.
Donc, elle aime les belles choses. Sa lune noire est en balance. Il lui faut du très beau, du très chic. Et ça lui est, vous voyez comme elle est pleine de fourrure, des beaux chapeaux. Et quand elle va en France, elle commande des toilettes, des fortunes. Elle va dépenser des fortunes chez Christian Dior pour son apparence, des diamants et des robes, etc. Rien n'est trop beau. C'est la première fois qu'une épouse de président argentin, ça c'est un tableau, se montre comme ça avec son mari. Et lui, évidemment, il fait figure de faire valoir, alors que c'est lui le président. Et pour nous, c'est assez. Maintenant, on est habitué aux First Ladies, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est elle qui a initié ça. Alors, c'est vraiment son milieu du ciel en verso. Elle est révolutionnaire dans ses idées, si on veut, d'égalité des travailleurs et des patrons, mais elle est aussi tout à fait extraordinaire par l'argent qu'elle dépense et l'image qu'elle donne. Et alors, elle va être adorée des Argentins. Il y en a qui ont eu leur premier vélo des mains d'Eva Perón, par exemple, des enfants pauvres. Elle organise des ventes de charité, elle offre aux gens, aux personnes des machines à coudre, elle leur donne de la nourriture, elle est extrêmement active. Le maître de son milieu du ciel est en Poisson, donc elle est très empathique, mais en même temps, elle est détestée par l'autre côté de la société qui lui reproche de dépenser l'argent de l'État en somptueuses toilettes de chez Christian Dior et des bijoux, etc. Donc, elle est extrêmement paradoxale puisqu'elle travaille pour les plus pauvres, elle les appelle les sans-chemises, et en même temps, elle est parée des plus belles toilettes. Mais elle dit, je dois être belle pour le peuple. Il faut qu'ils m'aiment comme je l'aime, et donc il faut que je sois très belle pour eux. Voilà le discours qu'elle tient. Alors, en 1947, après son voyage en Europe, là, sa popularité atteint un paroxysme formidable. Alors, cette très grande popularité, c'est peut-être Neptune, parce que Neptune, c'est saisir l'air du temps. Et elle l'a en maison 4 de la Nation et en Lion pour le paraître. Ils ont une fierté en Amérique du Sud, même les Hispaniques, enfin les Latins, ils ont cette fierté, donc c'est Neptune en Lion et elle travaille pour la Nation. Et à ce moment-là, quand elle revient d'Europe et que sa popularité atteint des sommets, Mercure, maître de cette Vénus tellement importante, rejoint Mars natal. Et Mercure, il est en bélier. C'est elle à la tête de l'État, mais elle est quand même derrière Perón. Vous voyez, c'est paradoxal d'avoir le bélier, celui qui est en tête, et d'être caché en même temps, puisqu'il est en maison 12. Donc, ça ressemble un peu à ça. Elle est la chef de meute. Alors, elle est détestée des militaires qui entourent le général Perón, parce qu'elle est une bonne femme, n'a rien à faire dans les affaires de l'État. Elle est détestée par les catholiques, parce qu'elle n'aime pas, quand elle est allée au Vatican, le pape lui a dit que heureusement qu'on avait toutes ces bonnes dames catéchistes, etc., pour tenir l'Église catholique en Argentine. Elle les déteste, c'est une fille illégitime. Ils disent c'est une gourgandine, une actrice, une fausse blonde qui est là et qui veut tout régenter. Alors, ensuite, donc pour vous expliquer sa popularité, Pluton et Saturne, les transits de Pluton et Saturne arrivent sur Neptune. Non, qu'est-ce que je raconte? Le transit de Pluton et Saturne arrive au mi-point de la Lune et de Neptune. Donc ça, c'est pour sa popularité après ce grand voyage très important. Jupiter, à ce moment-là, est en face de Mars. Elle exagère, rien n'est trop beau. Neptune est sextile à lui-même, encore pour sa popularité. Elle a franchi un cap. Elle n'est plus juste la femme du président, elle est devenue une icône, la Madone de l'Argentine. Et son nœud nord rejoint l'ascendant. Non, c'est pas ça, pardon. Le nœud nord en transit rejoint l'ascendant progressé, fin taureau, ici. C'est important. Et Mercure progressé arrive sur son nœud sud. Donc, il est chez lui, là, le Mercure, et c'est là qu'elle va faire des discours absolument extraordinaires avec des millions de personnes en bas qui l'acclament, etc. On lui demande, c'est arrivé comme ça, elle était au balcon à faire un discours et le peuple hurlait pour qu'elle devienne vice-présidente, c'est-à-dire, je pense, premier ministre de son mari. Évidemment, les militaires ne veulent pas.
et surtout, elle s'évanouit en public, elle est prise de faiblesse et finalement, elle doit renoncer à devenir vice-présidente parce qu'elle est malade. Mars, qui est maître de sa 12, est carré à Saturne, un des maîtres de la 10. Et la maladie l'empêche d'accéder à la vice-présidente. Elle a un cancer de l'utérus absolument foudroyant. On fait venir des chirurgiens des États-Unis, on ne lui dit pas ce qu'elle a, et elle est opérée. Et puis ensuite, il paraît, mais ce n'est pas sûr, mais bon, ça dépend des documents, Péronne l'a fait lobotomiser parce que, soi-disant parce qu'elle souffrait énormément, mais en même temps, elle devenait extrêmement agressive à cause de la douleur et elle avait fait acheter sur la cagnotte de sa fondation des armes pour les ouvriers des usines. Enfin, elle allait enflammer, organiser une guerre civile en Argentine et comme ils ont le sang très chaud, il a été lobotomisé. Et à l'époque, en 1952, ça se faisait en Amérique, comme un peu la petite sœur de John Kennedy, Rosemary, pour la calmer. Et comme ça, elle sera docile et elle ne tiendra plus des discours guerriers, parce qu'elle était devenue assez agitée. Donc, évidemment, elle s'en est jamais remise, elle ne mangeait plus rien, et elle meurt à l'âge christique de 33 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. À ce moment-là, Jupiter, lorsqu'elle meurt, c'est une horreur. À la radio, on entend juste le 26 juillet 52, Eva Perón est morte, c'est tout ce qu'on entend. Et Jupiter, maître de sa maison 8, arrive sur son soleil à ce moment-là, et Uranus arrive sur Jupiter. Pour les Argentins, c'est un tremblement de terre. Ils savaient qu'elle était malade, mais là vraiment, ils ne s'imaginaient pas qu'on en était là. Alors, voici des funérailles. Elle est embaumée par un embaumeur sensationnel. Il n'y a même pas besoin de la déshabiller. On fait une incision au cou et une incision au pied. Ça suffit. On retire le sang, on remplace par de la glycérine. On lui laisse tous ses organes intacts. Elle est magnifique, magnifique. On la prête. Elle est dans un cercueil avec, comme ça, là, vous la voyez là, avec un couvercle en verre et elle est exposée pendant plusieurs semaines. Et vous voyez la foule à Buenos Aires qui défile. Bon, ça, c'est une cérémonie, mais ensuite, pendant des semaines, les Argentins vont défiler devant son cercueil. Alors, on pourrait dire que j'ai fini. Eh bien, pas du tout, parce que l'histoire n'est pas finie. Là, on touche le rocambolesque. Et Perón, il va donc rester au pouvoir. Il avait une première femme avant elle qui s'appelait Aurelia, qui est morte d'un cancer de l'utérus. Ensuite, il a épousé Eva Perón, qui meurt aussi d'un cancer de l'utérus. Lui, il subit en 1954 un putsch et il est renversé. Donc, il doit s'en aller. Les anti-péronistes ne veulent pas de ce cercueil devant lequel tout le monde défile, ça fait un sanctuaire. Donc, on l'enlève, le cercueil est enlevé et on l'envoie avec la complicité du Vatican, on l'envoie en Italie. On la cache, enfin, on l'enterre clandestinement à Milan. Voilà, et à ce moment-là, Pluton arrive sur Saturne natale. Pluton, c'est quand même la morbidité, la mort. Eh bien, sur son Saturne, c'est-à-dire que l'histoire n'est pas terminée, sur son milieu du ciel, si on veut. Et puis, on l'envoie en Italie. Saturne est maître de la maison 9. C'est quand même quelque chose. En 1961, Perón, son mari, épouse Isabelle Martinez, c'est une danseuse panaméenne, il est exilé à Madrid. Il revient, alors, Evita, elle est toujours en Italie. En 1971, on la rend à Perón, on le rend à Madrid, on leur apporte le cercueil qui n'a pas bougé, qui est intact, on le rend. L'embaumeur est extrêmement content de son travail, c'est impeccable. Il la garde, Isabelle et Perón, il la garde avec eux à Madrid, dans une pièce, elle est exposée sur la table de la salle à manger. En 1973, il rentre en Argentine, lui, il redevient président, et donc il ramène Eva Perón à Buenos Aires. Et finalement, on l'expose un petit peu, mais comme
Ensuite, c'est ça, c'est assez compliqué. C'est sa femme, lui, il va mourir en 74 et c'est sa femme Isabelle qui devient présidente pendant 2 ans. Et à ce moment-là, elle fait enterrer Eva Perón dans un cimetière élégant avec la famille Duarte, c'est-à-dire avec sa propre famille, mais on l'enterre en catimini pour ne pas encore faire un mouvement de foule et encore je sais pas, un soulèvement populaire, etc., tant la ferveur et la haine, on a les deux à chaque fois tout le temps. Les antipéronistes sont très violents, les péronistes de même, et donc pour ne pas faire trop de chahut, on va dire, on l'enterre pour de bon 24 ans après sa mort quand même. C'est là que je n'avais pas fini mon histoire, et donc on l'enterre là, voilà, dans ce cimetière où c'est un peu leur Père-Lachaise, si on veut, avec des personnalités. Elle est enterrée très profondément dans la 2e crypte, au 2e sous-sol, etc. Et voici la porte de son caveau en Argentine, à Buenos Aires. Alors, lorsqu'elle est enterrée, moi j'ai remarqué que le thème il continue de vivre même quand la personne est morte. Par exemple, au moment quand on a dit que les tournesols de Van Gogh étaient le tableau le plus cher du monde, eh bien ça résonnait dans le thème de Van Gogh, par exemple. Eh bien là, 24 ans après sa mort, son soleil progressé arrive au mi-point de Pluton et de Jupiter en maison 3. Elle a fini son voyage, on peut dire, en maison 3. Pluton, c'est le conjoint, elle a fini son affaire, et Jupiter, maître de sa 8. Pluton aussi arrive au carré de lui-même. Uranus, qui était déjà trigone à Vénus, est encore trigone à Vénus, mais de l'autre côté. Et donc Uranus doit côtoyer sa lune noire qui est ici. Alors, selon les lunes noires, elle est soit début Scorpion, soit fin Balance. Neptune est au trigone de lui-même. La légende reprend de plus belle et c'est vraiment un lieu de pèlerinage à Buenos Aires. Et Jupiter arrive au sextile de Mars. Mars, c'est la mort, hein, c'est la fin, si on veut. Voilà. Alors, je pense que j'ai fini parce que maintenant, Nathalie va vous parler de la suite. Vous avez des questions là pour ma partie? Ça marche? Alors, moi, je vais continuer. Alors, pour commencer avec l'axe des portes, donc je vais préciser un petit peu ce qu'est l'axe des portes pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas. Donc, l'axe des portes, c'est des recherches qui ont été effectuées par Catherine Castagnier. Et la porte invisible, c'est le mi-point entre Uranus et Saturne. Et cette porte invisible va nous parler de notre blessure existentielle. Alors que la porte visible, eh bien, va se trouver juste en face. Donc, en quelque sorte, ça va être le mi-point entre Saturne et Uranus. Donc, pour Eva Perón, eh bien, sa porte invisible est à 25 degrés du Taureau en maison 1. Alors, une porte invisible en maison 1, c'est vraiment une blessure par rapport à l'image de soi. On souffre de ne pas avoir été reconnu dans ce qu'on est. Et effectivement, Eva Perón, elle porte déjà cette blessure de non-reconnaissance d'être une fille illégitime. Et puis, par rapport à cette blessure du moi, eh bien, elle va subir toute sa vie des attitudes contradictoires, c'est-à-dire que des moments, elle va être ignorée, puisqu'elle n'a pas été reconnue, elle va être adulée, elle va être détrônée, elle va être aimée, elle va être haïe. En fait, on va passer tous ces registres, en fait, d'autant plus que cette porte invisible est en Taureau. Donc, on sent que c'est vraiment la dimension d'amour qui va être touchée. La particularité d'une porte invisible, c'est que c'est vraiment un lieu de pollution, en quelque sorte, qui va affecter, alors bien évidemment, le maître où il se trouve. Donc, comme là, il est en Taureau, eh bien, il va toucher Vénus. Et attendez, je fais une petite parenthèse. Vénus est hors limite. Donc, c'est d'autant plus important ce que tu dis. Parce que c'est le maître de la porte invisible et le maître de la porte invisible est hors limite. Donc, il a énormément d'importance. Et en fait, toute la vie
d'Eva Perón, on pourrait dire aussi que c'est une soif d'être reconnue, c'est une soif d'être aimée. Et pour ça, bien évidemment, elle est passée par la dimension du pouvoir. Donc, je reviens à ma porte invisible, qui a la particularité aussi de toucher, d'infecter en fait en quelque sorte les planètes qui vont se situer à sa proximité, qui sont en conjonction avec cette porte invisible. Et là, on voit le Soleil et Mars. Donc, cette conjonction au Soleil va rajouter encore une douleur, une souffrance au fait de ne pas être reconnu, puisque ça va fortement affaiblir la conscience, sa conscience d'exister. Et bien sûr, la blessure de non-reconnaissance du Père. Donc, on voit aussi que cette porte invisible est conjointe à Mars. Donc, c'est la blessure de toujours se sentir menacé et bien évidemment, c'est la blessure, on va dire, agressive de l'homme. Et Catherine vous a parlé qu'effectivement, elle avait été molestée et violée, donc qui va s'illustrer complètement par cette conjonction Soleil-Mars à une porte invisible en taureau en plus, puisque bien évidemment, ça vient toucher le corps. Donc maintenant, on va parler de sa porte visible, son lieu de guérison, donc qui se trouve juste en face, donc à 25 degrés Scorpion, dans la maison 7. Et pour elle, bien évidemment, sa guérison, eh bien, c'est son mariage. D'ailleurs, cette porte visible se trouve en Scorpion, donc c'est aussi, bien sûr, par son mariage qu'elle va accéder au pouvoir. Donc, bien évidemment, l'axe des portes, ça vient complètement compléter ce dont nous a parlé Catherine. Maintenant, on peut parler de la lune noire qui a aussi une position très intéressante puisqu'elle se situe en balance en maison 6. Donc, cette lune noire, c'est-à-dire cette soif d'absolu, hein, cette exigence, bien vient toucher encore Vénus et qui va nous parler justement de son besoin d'être aimé, d'être admiré. Mais une lune noire en balance nous parle aussi d'une obsession de justice. D'ailleurs, elle dira: d'aussi loin que je me souvienne, chaque injustice blesse mon âme comme si on y clouait quelque chose. Chaque âge m'a laissé le souvenir d'une injustice qui me bouleversait, me déchirait au plus profond de moi. Donc là, cette phrase, elle illustre parfaitement une lune noire en balance. Cette lune noire est aussi en maison 6. Donc, ça va lui donner une peur, mais viscérale, de la misère. Et on sait que, bien sûr, elle vient d'un milieu assez défavorisé. Une angoisse du quotidien, l'impression de toujours devoir garder la tête hors de l'eau, comme s'il y avait toujours un danger qui planait sur sa tête. Ce qui est intéressant quand on regarde sa lune noire, c'est de regarder justement la croix de la lune noire. Et on voit que le dernier carré, c'est-à-dire le carré décroissant, qui nous parle du point d'affirmation, c'est-à-dire qui est une clé en fait en quelque sorte pour résoudre cette lune noire, eh bien le carré décroissant va se trouver à 26 degrés du Cancer en maison 3. Donc en maison 3 qui va nous parler bien sûr de ses talents d'oratrice. Et ce que nous remarquons, c'est que ce point d'affirmation est sur Vesta. Vesta, c'est le besoin de se dévouer à une cause. Cette Vesta, elle est en Cancer, donc on voit tout son dévouement à sa patrie. Maintenant, je vais vous parler de son Chiron qui est en maison 11 et en bélier. Donc, vous verrez comme ce Chiron, en fait, qui bien sûr est une blessure. Chiron, c'est le lieu de la blessure et de la guérison en même temps. Comme cette position chironienne, finalement, rejoint beaucoup la blessure de la porte invisible. Puisque un Chiron en 11 souffre
d'avoir été dénigré puis reconnu, nié et accepté. En maison 11, on est dans cette notion, je dirais, verso-uranienne, c'est-à-dire dans une forme d'ambivalence. Et ce chiron, il est aussi en bélier. Donc, il nous parle aussi d'une blessure de violence qu'elle a rencontrée, je dirais, un petit peu toute sa vie, et notamment par rapport à son viol. Alors, quand on a un chiron en maison 11, ce qui est conseillé, c'est d'approfondir ses pensées innovantes, d'oser son originalité et son ambiguïté. Et finalement, Eva Peron était très, très ambiguë dans sa manière de vivre, ne serait-ce que son rapport à l'argent, puisqu'elle allait aider effectivement les déshérités, mais en même temps, elle était capable de flamber des sommes folles pour, je dirais, des futilités, pour son apparence, qui bien évidemment rejoignait ce besoin viscéral d'être aimé. Un chiron en maison 11, ce qui nous est demandé aussi, c'est vraiment de s'affranchir, de retrouver sa liberté et de se délivrer de toute oppression, qu'on retrouve bien dans la citation que Catherine vous a dite, et puis aussi de créer sa propre voix. Et je pense que Eva Peron, dans l'idée de créer sa propre voix, peut être vraiment considérée comme un exemple quand on voit tout son parcours de là où elle est partie et finalement de là où elle est arrivée. Donc voilà le petit complément que je voulais apporter par rapport à la dimension de Chiron, de l'axe des portes et de la lune noire. Et avant qu'on puisse passer à son regard au niveau de l'étoile évolutive, eh bien, on va peut-être prendre un petit temps pour écouter et puis répondre à vos questions. Alors, Daniel nous demande si Eva Peron a subi une lobotomie. Alors, en fait, c'est un des éléments qu'on trouve effectivement dans certains documents. C'est des documents américains. Ce sont des Américains qui ont fait ça. Et il y a des photos du chirurgien qui l'a opéré, de son infirmière. Alors évidemment, c'était absolument top secret, soi-disant pour des raisons politiques. Peron a peut-être dit que c'était parce qu'elle souffrait trop et c'est là, hein, c'est frontal. Ici, on ouvre ici, là, c'est devant. C'est exactement ce qu'on a fait subir à Rosemary Kennedy. C'était pour qu'elle ne souffre pas, parce qu'elle souffrait le martyre. Vraiment, elle avait extrêmement mal. C'était pas comme maintenant, on ne pouvait pas soigner bien la douleur. Mais c'est surtout qu'elle était devenue un danger pour l'État, puisqu'elle fournissait des armes, et puis elle était extrêmement agressive. Elle parlait ses crapauds, enfin, elle était injurieuse, et elle mettait vraiment de l'huile. Déjà que l'Argentine est assez volcanique, alors elle mettait encore de l'huile sur le feu, c'était très embêtant. Alors, on a essayé de la calmer. Mais apparemment, ça a l'air d'être vrai. Mais c'est vrai que son corps fut martyrisé quand on pense, bon, à 15 ans, apparemment, elle a été violée dans son village. Ensuite, la lobotomie. Et puis encore le corps. Enfin, on ne peut pas dire qu'elle souffre dans son cercueil en verre, mais quand même, c'est quand même son corps qu'on a trimballé comme ça pendant 24 ans. Vous voyez, ça compte. Tout ce que dit Nathalie sur le corps, et le corps souffrant, la porte invisible en taureau, c'est vraiment ce corps souffrant d'un début à l'autre. Oui, si on veut. Bon, là, elle n'a pas l'air de souffrir dans ses belles toilettes, mais c'est toujours pareil, c'était pour parer son corps. Vous voyez, ce souci qu'elle avait de son apparence en taureau, de paraître, et la lune noire en balance aussi. Vous voyez, tout se rejoint, si on veut. Oui, peut-être bien qu'elle a été lobotomisée. C'est-à-dire qu'on a retrouvé dans son cadavre, on a... Bon, sans vouloir l'exhumer, parce qu'on ne veut pas encore l'exhumer là, mais peut-être qu'on voit en effet des traces de lobotomie. C'est possible. Est-ce qu'on peut penser que Chiron, Mercure en bélier, ça peut être aussi un... Enfin, pas tout le monde qui a ça, mais ce que je veux dire, est-ce que... Par quoi on pourrait le voir? Parce qu'il y a Mercure en bélier, justement, c'est des paroles qui peuvent dépasser. Chiron, enfin, je ne sais pas. Ben oui, tu as raison. Chiron en bélier, c'est la tête. Ouais, c'est la tête. Blessure à la tête. Oui. Et regardez, elle était brune, hein, et après, elle est blonde.
Et puis, on voit bien sur les photos l'importance de ses cheveux. C'est toujours ce souci bélier. Quelqu'un qui est bélier, il va toujours avoir un peigne avec lui, il va s'occuper de sa tête, il va dire « je suis mal coiffé ». Vous voyez, il y a ce souci de la tête chez les béliers. Et ben, on le voit bien, ne serait-ce que sur les photos. C'est toujours très compliqué, c'est chignon d'être toujours très blonde quand on est très brune. Enfin, oui, oui, tu as bien raison, ce qui rend en bélier, ça pourrait bien être ça, hein, aussi. Aussi, oui. Oui, oui. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup d'extrêmes, c'est-à-dire qu'elle est capable de déclencher la ferveur et la haine. Oui, et encore maintenant. Elle voulait être dans la lumière, mais en même temps, elle avait du mal à parler en public. Voilà. Attribués par COVAX au pays, il les jugeait dangereux, ces vaccins. Il est mort en mars, ses opposants disent. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas justement Mercure en bélier qui peut justement faire à la fois des paroles qui peuvent enflammer les gens, puisque le bélier, c'est aussi... et des paroles qui peuvent aller vers je dirais, la révolte? Oui, oui, je pense que c'est la Vénus hors limite. Vénus en Gémeaux, son maître en 12, et cette Vénus est hors limite, c'est-à-dire elle n'a pas de repère, elle n'a pas hors limite, elle n'a pas de limite. Hein, et donc, elle va parler comme personne. Elle a très peu d'éducation, au contraire de Péronne qui est allé au lycée. Lui, il est d'une extraction campagnarde, très pauvre, pas de père, etc. Mais il s'est élevé et dans la hiérarchie militaire, il est allé au lycée militaire, il parle plusieurs langues, il est très cultivé. Elle ne sait rien du tout. Elle n'a même pas fini le lycée. Après, elle est devenue une actrice, de seconde zone. Elle n'a pas de culture du tout. Et pourtant, elle est capable de parler devant une foule immense. Vous voyez, d'avoir quand même c'est cette Vénus, maître du Soleil et de Mars en Taureau, et qui est hors limite. Donc, elle est extraordinaire de ce point de vue-là. Parce que le bélier, c'est aussi la fougue. Donc, oui, on peut aussi imaginer que Mercure en bélier te donne une fougue. Ou te donne une fougue, ou peut te donner des paroles qui seraient vers la révolte. Oui, oui, oui. Et il veut être chef de meute. À Jupiter. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Par Jupiter. Et le péronisme, c'est elle, en fait. C'est pas Juan Perón, c'est elle. Parce que quand elle est morte, il n'était plus rien du tout, quoi. Il a essayé de revenir plusieurs fois, mais ça n'a pas été, ça n'a pas donné. Et même la récente, la Kirchner, elle essayait elle apparaît toujours avec le tableau de Eva Perón derrière elle. Elle continue d'être inspirante, et à Buenos Aires, encore maintenant, bon, évidemment, il y a un musée, sa tombe est très, très visitée, et il y a des immenses représentations d'elle électriques sur les buildings. Enfin, elle est partout. Elle continue à être une légende. Je pense que c'est Neptune. Le fait qu'elle soit partie jeune, tu vois, peut-être ce Jupiter en cancer. Ouais, ce Jupiter en cancer, carré Mercure, peut-être aussi ça. Voilà, c'est étonnant. Voilà, 33 ans, c'est quand même très jeune pour partir. C'est surtout christique. Christique, donc tu vois. Ouais. Moi, ça me fait penser à la princesse Grâce de Monaco. On a l'impression que c'était un petit peu pareil aussi. Oui. À Monaco, je veux dire, où Monaco, en fait, c'était pas le prince régnier qui était important. Ouais. Monaco était important parce qu'il y avait Grâce de Monaco. Et Lady Diana, un peu pareil aussi. Et Diana aussi, voilà, où quelque part, les hommes tenaient leur lumière de leurs femmes. Oui, oui. Je ne veux pas dire, il y a beaucoup de cas comme ça où c'est la femme qui est derrière à l'homme ou devant. Y compris Macron, n'est-ce pas? Y compris Emmanuel Macron. Regardez là, ici, là. Qui est-ce qu'on regarde? C'est pas lui. Oui. On ne le voit même pas d'ailleurs. Hein? Vous ne trouvez pas que sur certaines photos, elle ressemble à Catherine Langeais? La coiffure, il y a une photo, j'avais l'impression que tu me montrais Catherine Langeais. Bon, laquelle? C'est pas la Alors, je fais défiler. Celle la couverture du Time. Là, la première, je peux pas. Oui, c'est vrai, sur la couverture du Time. J'ai cru que je voyais Catherine Langeais. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Et en plus, Speakerine, je me suis dit, tiens. Ah oui, à la radio. Ah bon, oui, tu as raison. Là, elle ressemble, oui.
Mais c'est sûrement la coiffure de l'époque, quoi, je veux dire. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle fait vieux. Mais ça doit être la… Regardez, on ne dirait pas qu'elle a 33 ans. Exactement. Elle fait vieux. Enfin, là, elle a même moins. Elle a 30 ans, 25 ans. Elle s'est mariée à 24 ans. Je trouve qu'elle fait vieux. Mais c'est peut-être les vêtements et la coiffure. Oui. Hein, elle fait pas gamine de 24 ans. C'était la femme Regardez. du président aussi. Et Mais est-ce que par rapport aux cheveux, alors il y a le côté lion, bien sûr, mais est-ce que, parce qu'elle avait les cheveux noirs, qui vraiment lui rappelaient ses origines, est-ce que d'une certaine façon, elle n'avait pas honte de ses origines? Est-ce que ce n'était pas un petit peu pour les camoufler qu'elle elle cachait ce signe extérieur? Mais oui. Elle est d'origine basque. Sa mère est basque. Oui. Ah d'accord. Sa mère s'appelle Ibarguren. Ibarguren. C'est basque. Ah oui, Et son père, Eduarte, c'est espagnol. Mais enfin, je ne pense pas que d'avoir les cheveux bruns, ça montre qu'on est pauvre, parce qu'ils sont tous bruns en Amérique du Sud. Enfin, en Argentine, moins qu'ailleurs. Moi, il me semblait qu'en tout cas que c'était une façon un petit peu de prendre de la distance par rapport à sa famille. Non, elle voulait faire une grande carrière d'actrice comme à Hollywood. C'est pour ça qu'elle s'est teinte en blond. Ça faisait plus actrice. On était dans la mode des blondes, hein. Ben oui, c'est ça. Et son besoin, c'est d'être belle, d'être aimée, d'être adulée. Donc, elle a épousé l'ère de la mode du temps, c'est-à-dire la blondeur. Et aussi, les blonds… Bon, mais en fait, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Mais il y a quand même beaucoup d'Européens en Argentine. Et donc, c'est l'un des pays où il y a le plus de blonds, si on veut, de blancs. Et presque plus d'Indiens par rapport si on compare avec le Pérou ou la Bolivie, par exemple. Alors, on a aussi reproché à Perón d'avoir fait venir, après la guerre, les anciens nazis en Argentine. Il y en a eu énormément. Et alors, est-ce qu'elle était aussi là-dedans? Est-ce qu'elle appréciait de voir arriver les anciens nazis? Mais à vrai dire, ils ont dit que c'était parce que finalement, ça leur apportait de la culture et de la technologie qu'ils n'avaient pas. Et d'ailleurs, l'Argentine est le 4e pays qui envoie des hommes dans l'espace, grâce aux nazis qui ont apporté les sciences en Argentine. Tout leur savoir-faire, ils l'ont amené en Argentine. Si je ne dis pas de bêtises, le cycle de Saturne, c'est 60 ans. Non, 30. 29, 29, 30. Alors, ça me va bien, ça me va bien. Donc là, 33, est-ce qu'on peut imaginer que Saturne était en milieu du siècle? Comment il était où Saturne, là, dans ce cas-là? Parce que souvent, on dit il y a 30 ans, 60 ans, 90 ans pour Saturne. Oui, mais il a dépassé puisque c'est 33. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, il était en Verseau? Non. Il était par là, fin Lion, probablement. Il était Lion. Oui, fin Lion, je pense, oui. C'était plus Lion. Ouais. Donc il était revenu sur son… Oui, elle a fait un tour de Saturne, oui. Voilà, d'accord. Oui. D'accord. Oui, je crois, moi, tout à l'heure, j'ai cru entendre qu'elle avait été violée vers 15 ans, à l'opposition de Saturne, alors, peut-être. Oui. Hein, ça devait être ça. C'est-à-dire qu'à 14 ans, elle quitte Buenos Aires. C'est là qu'elle quitte Buenos Aires et elle quitte son village plutôt pour aller dans la capitale. Et là, elle est en effet à l'opposition de Saturne. Voilà, d'accord. D'accord. Elle était en position, elle est par là. Elle a 33 ans, elle avait dépassé Saturne. Oui. D'accord. Et alors, du coup, elle était probablement à l'opposition d'Uranus par le fait. Je n'ai pas regardé où était Saturne. Sûrement, il y avait un truc comme ça. Ah oui, oui. Si Saturne était opposé à lui-même, il n'était pas à l'opposition d'Uranus? Ben non, elle. Enfin, je veux dire, son Saturne, le transit de Saturne était opposé à Uranus quand elle est morte. Voilà. Quand elle est morte, d'accord, pas à 15 ans. Voilà, puisqu'elle avait 33 ans. Non, pas à 15 ans. Non, pas à 15 ans. 15 ans, c'est Saturne qui se retrouve opposé à lui-même. Enfin, 14 ans. Oui. Voilà. Donc, il devait être en face, là, il devait être à, je ne sais pas, en Verseau, à Lion Verseau à 21 Saturne était en balance. En balance, il était? D'accord. En 52? Oui, en 52.
Ouais. Non, il est déjà. Oui, il était en balance Ah en bon, 52. ah bon, Rétrograde. ah bon. Ah, je peux pas regarder. Donc il était Saturne. peut-être sur sa lune noire. Attends, non. Elle est, Attends. quel Non, mois elle quand est même partie? pas, parce que la lune noire est loin. Non, Hein. non. Oui, Non, effectivement, Saturne Non, est il en était balance. rétrograde. Oui, oui, Saturne est en balance en 52. Oui, Mais effectivement. il est allé. Ah, quand elle est morte, alors. Oui, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Ça y Osée, est. Oui. Oui. Eh oui. Oui. Moi, je suis née en 50 et j'ai Saturne en Vierge. Oui, oui, moi aussi, Voilà, je suis née en oui. 52, Oui, j'ai Saturne, Saturne. oui. Ouais. Eh oui. Uranus était pile poil sur son Jupiter par an, qui faisait un carré à Mercure. Jupiter Ouais. 22,8. Ouais. Alors, dans l'histoire de l'Argentine, le péronisme, ça a été toute une histoire. Et ça continue. Et c'est extrêmement paradoxal. Parce qu'ils n'étaient pas, ils voulaient pas que, ils étaient pour les ouvriers et pour les pauvres et ceux qui n'ont rien, mais en refusant absolument le socialisme ou le communisme. Il ne fallait pas faire d'amalgame. C'est une histoire assez particulière. Par rapport à sa vie, le nœud nord donc est en Sagittaire. Comment tu l'expliques par rapport à ce qu'elle a vécu? En 8. Elle voyait très grand. Rien ne l'arrêtait. Tu vois, elle n'avait oui. pas de limite, moi je dirais. C'est le Sagittaire qui voit grand. Ah oui, Surtout d'accord. que son maître est conjoint à Pluton, donc capable de se relever. Déjà avec un début difficile, son père qui meurt à 7 ans, l'opprobre social. Quand on est un enfant illégitime, à l'école, on est rejeté de tous les côtés, même si ça arrivait assez souvent. Ça commençait quand même très difficilement. Elle se relève, elle a peur de rien. Vous voyez, et quitter seule son village. Sa mère n'était pas d'accord pour qu'elle quitte le village à 15 ans, mais elle est partie quand même. C'est le Sagittaire, je pense que c'est le côté qui voit très grand. D'accord, ok. Je vois ça comme ça, hein, mais il y a sûrement d'autres. Le côté humanitaire aussi, tu vois, tourné vers les autres. Donc, à mon avis, elle a réalisé son destin dans tout ce qu'elle a fait, je pense. Et pour dire les choses très littéralement, c'est la maison 8. Oui. Eh bien, sa mort, ça a été quelque chose de grandiose, hein, pour dire. Pas de limite. Regardez, non, ça, c'est les discours. Mais sa mort, je vous ai montré. Impressionnant, le monde. Il y avait un monde, et ça. Les gens ont défilé pour toucher. Alors, il y a eu des morts, tellement ils sont bagarrés et tellement ils se sont bousculés pour passer un par un. Ils n'avaient pas le droit de rester longtemps puisqu'il y avait beaucoup de monde. Vous savez, comme devant le sarcophage de Mao ou de comment il s'appelle, Lénine. Bon, alors il fallait pas s'arrêter et les gens se bousculaient, ils attendaient, et ils pleuraient et ils avaient des évanouissements de chagrin et d'oppression parce qu'ils étaient trop les uns sur les autres. Et ça a duré des semaines. Et ensuite, on l'envoie regarder en maison 8, le Sagittaire, c'est l'étranger. Et avec la mort, elle s'est baladée, on peut dire, pour parler vulgairement, pendant 24 ans dans son cercueil. Vous voyez, le Sagittaire, c'est la maison 9, c'est le grand voyage. Et bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Jupiter, tu vois, des cycles de 12 ans, 24 ans. Oui, tu vois. Et oui, alors on est dans le morbide, on est dans l'extraordinaire, on peut dire, ce Jupiter en 8. Oui, littéralement, c'était quand même, c'est ça. Et puis, ce nœud nord en 8, la mort l'a transfiguré, lui a encore donné de la grandeur. De mourir à 33, c'est comme Lady Diana qui est morte jeune, on ne l'a pas vu naître, on n'a pas vu Gaga, on ne l'a pas vu, vous voyez, ça ajoute à l'image et à la légende aussi. Et puis son nœud sud en Gémeaux, elle avait vraiment un talent inné pour parler et pour exprimer ses valeurs. La maison 2, c'est les valeurs. Sans aucune culture, puisque je vous ai dit, elle n'avait pas beaucoup étudié. C'est une gamine de la campagne. Alors, les militaires ne l'aimaient pas pour ça, parce qu'elle parlait à tort et à travers. Elle avait une autorité énorme sur son mari et sur tout ce qu'elle disait. Et les militaires qui pensaient en savoir davantage sur l'avenir de l'Argentine, ça n'allait pas. Elle n'était pas du tout appréciée. Ni par la bourgeoisie, qui la trouvait comme une gourgandine. Donc tout ça, vous voyez, ça va avec tout ce qu'on a dit et ce que Nathalie a dit sur son identité.
Il fallait qu'elle fasse ses preuves tout le temps. On dirait que tout le monde est subjugué par le charme d'Eva. Eva Peron. C'est pas la plus belle. Je vais la remettre plus belle parce que là. Oui, oui, ça fait le côté un peu. Ah ben c'est morbide. Oui, hein, c'est vrai, plutonien, on voit vraiment le. Même son couple, là, quand même, tu vois, Maison 7 en Scorpion, c'est pas non plus. Ouais. Voilà. Retrouver un frère d'âme, peut-être aussi. Maître de 7, Pluton, hein, justement, Maison 3. Relation. Alors, son grand frère d'un an de plus qu'elle, qui l'a toujours accompagné et conseillé, etc., s'est suicidé un an après. Ah oui, tu vois. Alors voilà, c'est Pluton en 3. Ouais, Pluton en 3, ouais. Ils ne sont pas enterrés ensemble avec son mari. Lui, on l'a mis ailleurs parce qu'il a été... quand elle est partie, il était, on peut dire, détrôné, quoi. Il est revenu quand même après l'Espagne, après l'exil, il est revenu, il a été de nouveau président et sa femme Isabelle a continué 2 ans et ensuite elle s'est exilée en Espagne. Et je crois qu'elle vit toujours exilée en Espagne. Isabelle Perón. Elle a été 2 ans présidente en essayant d'être une Eva Perón. Coiffée pareil, etc. Elle essayait. Mais elle n'avait pas son charisme. Quelle est la signification de EP dans le thème? East Point. Point Est. Oui. Oui, mais quelle est la différence? Qu'est-ce que vous en faites de ça? C'est peut-être un autre ascendant calculé autrement, mais je ne l'utilise pas. Ouais. Il sort sur la carte, mais je ne l'utilise pas personnellement. Ouais. Et Nathalie, tu disais la petite chose là à côté d'Uranus. C'est Pallas. Ah, c'est Vesta? Non, c'est Pallas. Pallas. Ah, alors ça c'est Vesta Catherine. est là. Ouais. Elle est C'est là, Catherine Vesta. qu'on a parlé de Pallas. Ah oui, c'est Catherine, oui. Donc Catherine, je l'utilise jamais, moi. C'est Pallas, tu disais, donc justement. C'est un astéroïde. Pallas, c'est la femme, c'est un peu l'impératrice du tarot. Pallas, c'est la femme intelligente, un peu guerrière. C'est Athéna. Hein. Okay. C'est la femme guerrière et intelligente sans émotion. Ah oui. La femme qu'on impose, quoi, comme l'impératrice du tarot. D'accord. Ah, oui. Alors que Vesta, c'est la gardienne du foyer. Vous voyez, elle a la flamme, là. La gardienne du foyer. Moi, je n'utilise pas, sauf quand ça m'arrange. Il y avait beaucoup de détermination chez Perón. Et regardez, Junon, pour en parler, on n'a pas tout dit, on pourrait encore parler des heures, mais Junon, c'est l'épouse. Eh bien, regardez cette épouse, son rôle, c'était d'être la femme du président. L'épouse, eh bien, il est conjoint à Neptune, extrêmement proche. Hein. Et Neptune, elle a donné sa vie, on peut dire au sens littéral, en tant qu'épouse du président. Hein. Et le maître pareil, le maître du milieu du ciel, Uranus, il est en poisson complètement sacrificiel. Parce que, par exemple, même sur son lit de mort, alors elles ont eu le droit de vote en 49, elle est morte quand... Mais en 52, il y a eu des élections, elle a voté toute maigre, toute décharnée, très peu de temps avant sa mort, il la soutient à un balcon pour qu'elle se montre quand même, et puis elle a voté de son lit, par exemple. Elle continuait même de son lit. Ah ouais. Remarque, si elle était lobotomisée, je dis, si elle était lobotomisée, elle n'a peut-être pas réalisé. Oui, on a peut-être voté pour elle. Ah non, on la voit, enfin il y a la photo, elle met son bulletin dans l'urne. Oui, oui, il y a une photo, mais alors là on était dans le macabre, je ne l'ai pas mise. Oui. Mais bon, remarque, on ne sait pas ce qu'il y avait sur le bulletin. C'est ça, voilà, c'est ça. Elle n'a plus mangé après, elle n'a plus pu manger du tout, elle a dégringolé. Oh là là, c'est tout.
Drôle de vie. Hein. Et alors lui, il détestait, apparemment on dit que c'était un couple parfait, il donnait l'image évidemment de main dans la main sur les balcons, formidable. En fait, apparemment pas du tout. Il s'est vite lassé de son manque de culture. Lui, c'était un militaire droit, bien à l'heure, bien discipliné, jamais en retard, et elle était systématiquement en retard. Et ben, une coquette, quoi, parler un peu à tort et à travers, etc. Ah ouais. Et il en a vite eu assez, paraît-il. Bon, enfin, j'y étais pas. Mais... Bon, il y a des écrits là-dessus. Et il détestait la maladie et la misère et la pauvreté et tout ça. Donc, il donnait de l'argent, mais il ne fallait pas les voir, les pauvres. Et elle était dedans. Elle avait les mains dans le cambouis. Elle les invitait au palais présidentiel. Et ça défilait toute la journée. Et elle donnait de l'argent, elle donnait de l'argent. Et puis, elle organisait des shows, je vous ai dit. Et puis, les gens qui venaient, ben, elle leur donnait des machines à coudre, de l'argent, bon, des bicyclettes. Elle les recevait. Hein, lui, ça ne lui plaisait pas du tout. Et donc, quand elle a été malade, ça l'a dégoûté carrément. Il l'a installée loin dans le palais, le plus loin possible, pour ne pas sentir, pour ne rien voir, soi-disant pour son repos, pour qu'elle soit tranquille. Mais il ne supportait pas ça, la maladie comme ça. Mais ça devrait être intéressant de regarder son thème à lui pour faire la synastride et pour voir un peu ce qui s'envoyait mutuellement comme. Ouais. Mais déjà, Lune Saturne, c'est pas dans le foyer, en maison 4, c'est pas très non plus opposé à Uranus en plus. Donc elle voulait quand même il s'est quand même marié 3 fois. Oui. Et à chaque fois avec des plus jeunes, enfin des femmes vraiment, elle a 24 ans de moins que lui. Et l'autre, une danseuse aussi, Isabelle, elle est aussi très jeune. Donc, il plaisait malgré tout, mais je pense qu'il ne devait pas être rigolo. Et voilà. En général. C'est peut-être la position sociale qui plaisait. Ouais. Tout à fait. La culture qu'elle n'avait pas aussi. Certainement. C'est ça. Donc, elle puisait chez lui ce qu'elle n'avait pas eu elle. Mais avec Vénus en Gémeaux, ça donne aussi un caractère double, même pour elle, même si c'est en 2. Bon, c'est pas pareil que si ça avait été en 5, mais ça donne sa double personnalité à elle. Ce côté coquette et puis un côté investi dans l'humain, quoi. Catherine, dans la présentation que tu as faite au début, quand elle va quand elle commence à sortir, elle cherche quand même à se trouver quelqu'un qui soit mieux, voilà, pour pouvoir avoir une position sociale. Donc, d'une certaine façon, le président, c'est jackpot, quoi. Hein. Bien sûr. Il était ministre du Travail. Ah, oui, quand elle l'a rencontré, il était, c'est déjà bien, ministre du Travail. Et par un putsch militaire. Il a fait un putsch militaire. Et là, elle était partie avec sa copine et elle cherchait un bel officier, toutes les deux, quelqu'un de bien en vue. Je ne sais pas son amie ce qu'elle a trouvé, mais elle a dit, oh, regarde, c'est Péronne, je vais aller m'asseoir à côté de lui. Et bien, voilà, il était content. Est-ce qu'on sait si elle intervenait, je veux dire, si avec son mari, ils parlaient ensemble des choses publiques et qu'elle pouvait quelquefois lui donner des conseils, des idées, des orientations? Oui. C'est elle qui est à l'origine, enfin, pour ce que j'en sais, mais je ne suis pas spécialiste de la politique argentine, mais oui, c'est elle, enfin, tout le je vais dire, pas le bénévolat, les choses, pour les bienfaits pour les pauvres, pour les ouvriers, c'est elle. Et la Fondation Eva Perón, c'est elle qui l'a initié, les orphelinats, les hôpitaux, etc., c'est elle. Oui, mais ça, c'était, si tu veux, elle a utilisé son président de mari pour réaliser son projet à elle. Moi, l'idée, parce que moi, je me demandais si d'une certaine façon, elle n'avait pas aussi poussé son ministre de mari à faire un putsch pour qu'elle devienne femme, pour qu'il devienne président. Non, et il a été élu démocratiquement. Ah. Il a fait un putsch en 1943. Et donc, il faisait partie de la junte militaire qui a pris le pouvoir en 1943. Il l'a rencontré en 1944. Et là, ils ont organisé des élections démocratiques. Et c'est là grâce à elle, il a gagné parce qu'elle a tout de suite été extrêmement brillante devant les foules. Elle rassemblait beaucoup de monde, les gens étaient en adoration et il a été élu en
46. Mais c'était des élections démocratiques. D'ailleurs, ce qu'on voit, Catherine, là, tu vois sur la photo, c'est que des femmes. Beaucoup de femmes, sont dans le oui. public. Oui, oui, oui. Ben oui, bien sûr, parce qu'elles leur doivent, lui doivent beaucoup. Et oui, parce que là, on ne voit pas d'hommes. Mais il y a aussi beaucoup ce qu'elle appelait les sans-chemises, c'est-à-dire les hommes qui n'avaient rien du tout. Les ouvriers, les mineurs, les paysans, etc. Toute la misère argentine l'adorait. On dirait que c'est un congrès de femmes, d'après la photo, hein, tu vois. Enfin, en tout cas, oui. elle appelle la foule où il n'y a que des femmes. Non, mais il n'y a pas que des femmes. Non, il y a aussi pas, des hommes. oui, non, mais au premier rang. Donc, elle l'a poussé, elle l'a aidé, mais à devenir président. Après, en 52, il a été réélu, mais là, elle était quand même malade, elle est morte. Et ensuite, lui, il a été évincé en 54. Il a quand même eu cette immense popularité de sa vie, y compris même d'ailleurs après. Hein, j'ai du mal à le trouver dans le thème, moi, cette popularité. Moi, je pense que c'est d'abord Uranus, la planète la plus haute du thème. Elle se démarque. Oui, mais enfin, elle est quand même opposée à la Lune et à Saturne. Oui, oui. Ah, c'est pas évident, hein. Elle est maître du MC. Oui, mais il est pas. Mais elle est opposée à son. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, éventuellement, il y a le côté, il y a le trigone d'Uranus, Neptune, comment dire, Pluton, Jupiter, qui peut donner un peu de charisme comme ça. Oui. Hein, mais je trouve que cette immense popularité, c'est pas flagrant dans son thème. Neptune est angulaire. Oui, mais il est au fond du ciel. Oui, mais il est quand même angulaire pour la nation. C'est la Madone de l'Argentine. C'est ça, hein. Au milieu de ciel. Hein? Oui. Il est opposé au milieu de ciel. Après, elle a été une mère pour tous, hein, peut-être. Tu vois? Oui. Elle a ramé pour l'avoir, hein, c'est clair. Ouais. Oui, ça ne lui est pas tombé comme ça. Oui, le lion. Ça pourrait être intéressant de regarder le thème de l'Argentine, je ne sais pas si ça existe, et de voir par rapport à elle. Oui, alors c'est très mouvementé l'histoire de l'Argentine. Oui, sûrement. Avec tous ces... déjà, il faut voir quand elle commence. Oui, je ne sais pas. À partir de 1930 en 1980, ils ont eu, je ne sais pas combien de putsch militaires. Enfin, ça passe, je vous ai dit, toujours de l'un à l'autre. Non, je coupe. J'étais en train de regarder l'AFDAF, tu sais, il y a Raconte-le-moi de Eva Perón, mais je l'ai loupé. Tu veux parler à un autre moment? Non, je l'ai loupé. Non, si on n'est pas dans la conversation. Voilà. Oui, peut-être le Neptune en Lion qui devait lui donner ce côté un peu de végétarien, enfin, qui est son image qui plaisait beaucoup, mais c'est vrai que Vénus, Lune, son image qui devait plaire, mais elle est aimée. C'est pas qu'elle plaît, c'est qu'elle est aimée. Et c'est, je pense, cette Vénus hors limite qui lui donne ça. Oui. Oui. Pourtant, en Gémeaux, elle n'est pas au mieux, hein, mais elle est aimée. Et d'ailleurs, dans la chanson là, Don't Cry for Me Argentina, elle le sait puisqu'elle dit, ce qui est écrit sur sa tombe, c'est « Ne pleurez pas pour moi » en espagnol. « No llores por mí » « Ne pleurez pas pour moi ». Et elle dit toujours « Je vous aime, et vous m'aimez comme moi je vous aime ». Et donc, elle tenait ce discours affectif, toujours. Oui. Et c'est là, je pense que c'est Vénus hors limite. Oui. Qui quand même est maître du Soleil et de Mars, c'est pas rien, et de la Lune noire. Oui. Et elle s'occupait avec cette Vénus, maître de la Balance et de la maison 6, du quotidien des Argentins. Et la part de fortune tout là-haut, peut-être. Hein. Ça joue, ça peut-être. En 9, 9, c'est ce qui est le plus grand que soit. Eh bien, ce qui est plus grand qu'elle, pour répondre à votre question, Saturne, conjoint à la Lune, sa popularité. Oui, mais c'est en fond de ciel et c'est opposé à Uranus.
Et n'oublions pas que c'est sous l'équateur. Alors, les thèmes montés au sud de l'équateur, c'est toujours très compliqué, hein. C'est problématique. On a ce thème-là, les astrologues ne sont pas d'accord entre eux, bien souvent, pour monter un thème sous l'équateur. On ne sait pas. C'est sûr que ça changerait tout si on avait Saturne de l'autre Lion. côté. Si elle était née, Neptune. Elle était née à 17h. Oui. Il y a Véronique qui a regardé le thème du mari aussi. Elle dit qu'il était aussi fils légitime, ça oui. Il a Lune Mars conjoint en 10 et le milieu de ciel conjoint à Vénus. Ah. Mais ça aurait été bien de voir aussi comment il se positionnait sur le thème d'Eva Perón, quoi. Ouais. Mais enfin, comme j'ai vu qu'il avait eu 3 femmes, je me suis dit. Il a Soleil-Mars conjoint, dit Véronique. Véronique, vous pouvez brancher le micro, hein? Bien. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui. Hein? Il me semble que si le sujet, je ne pense pas que les spectateurs soient épuisés, le sujet peut-être. Hein? Est-ce qu'on peut conclure cette première partie? Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Je vous mets une petite sucée de... Vas-y. C'est très beau, ça, c'est très inspirant. Hein? Et on n'entend pas bien, Catherine. Pas bien. Oui. Faut que tu mettes je ne veux pas vous saouler. Je ne veux pas mettre fort. Ça a été fait pour la comédie musicale. Ça a d'abord été une comédie musicale, Evita, en Amérique. Et puis après, le film avec Madonna. Je pense que ça fait plusieurs fois moi, que j'ai envie de faire un atelier ou un truc comme ça sur le fait que le thème, c'est quelque chose qui continue à fonctionner, entre guillemets, après le décès. J'ai souvent vu ça. Ah ouais, ça c'est super intéressant et puis ça se vérifie régulièrement. Et même à notre petit niveau, parfois je regarde quand on fait une personnalité, évidemment, et on en va en parler aujourd'hui. Alors on a un petit regain de Jupiter sur mon personnage. Oui. Ça continue quand on vend leurs œuvres, un livre, etc. Oui, ça se voit. Et alors chez elle, évidemment, c'est très parlant. Bon. Bien, eh bien écoutez, on va conclure cette première partie. Je vais arrêter l'enregistrement puisqu'après on va partir dans une deuxième partie qui sera où ça sera plus nécessaire qu'elle soit publique, on va dire. Hein? Oui, tout à fait. Voilà, donc merci déjà pour cette première partie.